Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'information Passe l'Info. Pour commencer cette semaine, nous développerons un sujet sur la colonisation israélienne. Des entreprises françaises seraient impliquées. Ensuite, nous parlerons de Charlie Hebdo. Dans l'actualité internationale, nous reviendrons sur les événements en Syrie. Et après vos brèves en images, la vidéo de la semaine. Actualité nationale, comme je vous le disais en titre, la colonisation israélienne, des entreprises françaises seraient impliquées. 5 institutions financières françaises, dont 4 banques et une société d'assurance, coopèrent avec les banques et les sociétés israéliennes impliquées dans la colonisation dans les territoires occupés de Palestine. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale des droits de l'homme. Selon un rapport porté par plusieurs ONG, les groupes bancaires tels que BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale ainsi que l'assureur AXA entretiennent des liaisons dangereuses avec différents acteurs de la colonisation israélienne. Le document distingue plusieurs degrés d'implication des banques françaises. Certaines possèdent par exemple des participations directes dans des banques israéliennes actives dans la construction des colonies en territoire palestinien. Les banques israéliennes sont un acteur majeur de la colonisation à travers les programmes de logement, les prêts ou la présence d'agences bancaires dans les colonies. Or, certaines banques françaises sont présentes dans la capitale de ces banques, explique Didier Fagard, membre du Conseil national de l'association France-Palestine Solidarité. Les institutions financières françaises ont aussi les mêmes rapports avec des entreprises israéliennes qui fournissent des services vitaux au maintien et au développement des colonies, tels que la construction d'habitations ou d'usines, la connexion au réseau téléphonique et Internet, ou encore l'aménagement en équipement de surveillance. La société Alstom, spécialisée dans les domaines des transports essentiellement ferroviaires et des turbines électriques, fait aussi partie de la liste des entreprises impliquées. Nous construisons dans le village de Bab al-Shams parce que cette terre est menacée par la colonisation. Nous voulons transmettre un message et affirmer que nous sommes sur notre terre et que nous refusons tous les projets de colonisation. Et maintenant, Charlie Hebdo, les acheteurs dupés. Les avocats de la veuve de Michel Renaud, abattus en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, viennent d'engager une nouvelle procédure contre le journal satirique pour abus de confiance. Dans leur viseur, le supposé revirement de la direction de l'hebdomadaire qui se serait d'abord engagé publiquement à reverser l'intégralité des recettes du numéro des survivants aux familles des victimes de l'attentat avant de faire volte-face. Les avocats estiment que les acheteurs ont été dupés par la direction du journal. Donnez au public une bonne raison de se jeter demain sur Charlie Hebdo. Moi, la double de Luz. Le reportage de la manifestation. Luz dans la manif. Ouais. D'accord. Et je précise que les bénéfices de ce numéro sont intégralement reversés aux familles des victimes. Ça peut-être que c'est une raison aussi de l'acheter, non? C'est une excellente raison. Alors, le geste du bras de Gérard Biard à cet instant, qui nous le décrypte? Zineb El Razoui reçoit une lettre de la direction de Charlie, donc elle est convoquée à un entretien préalable pour licenciement pour faute grave. Donc le début d'une guerre ouverte entre elle et la direction qui joue. Face à l'afflux des ventes, l'hebdomadaire est revenu sur ses engagements pour finalement conserver les recettes. Les avocats s'appuient également sur des passages du livre intitulé Charlie Hebdo, le jour d'après, écrit par un journaliste du Monde et paru il y a quelques semaines. Ce bouquin très fouillé conforte largement leur thèse. Il confirme que les dirigeants de l'hebdomadaire ont modifié les règles à leur profit en cours de partie. Contacté en juin, Éric Porteau, l'actuel directeur général de Charlie Hebdo, avait déploré le caractère inutile et déplacé de la première plainte. Il est à noter que ce numéro, le premier paru après la tuerie du 7 janvier 2015, avait généré plusieurs millions d'euros de bénéfices. Tout ce qui a trait aux ventes du journal sera dans les caisses du journal, pour la pérennité du journal, et les dons. Alors les dons, c'est 4 300 000 € qui seront versés intégralement aux victimes. Actualité internationale, revenons sur ce qui se passe en Syrie ou l'enfumage des médias. En 2013, Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Syrie, affirmait, je le cite, « Nous avons rassemblé des témoignages qui laissent apparaître que certaines armes chimiques ont été utilisées, en particulier du gaz innervant, et ce qui apparaît dans notre enquête, c'est que ces gaz ont été utilisés par les opposants et les rebelles. »
Carla Del Ponte a été désavouée par l'ONU suite à la conclusion de cette enquête. Nous avons rassemblé des témoignages, explique-t-elle, qui laissent apparaître que certaines armes chimiques ont été utilisées, en particulier du gaz innervant. Et ce qui apparaît dans notre enquête, c'est que ces gaz ont été utilisés par certains groupes rebelles, certains opposants. En décembre 2015, Eren Erdem, principale figure de l'opposition en Turquie et membre du Parti républicain du peuple, affirme que des matériaux biochimiques sont importés de Turquie et sont assemblés dans les camps de Daesh. À l'époque, la police turque avait découvert 4 kilos de gaz sarin. Au cours de leur interrogatoire, les terroristes auraient avoué vouloir acheminer le gaz sarin vers les zones de combat en Syrie. Selon lui, il y aurait même matière à croire qu'Ankara tentait de dissimuler les preuves d'un tel trafic. Le député turc a été depuis arrêté pour haute trahison. The shipment is through Turkey, but all basic materials are purchased from Europe. Western sources know very well who carried out the sarin gas attack in Syria. They know that these people are working for Al-Qaeda. The West has been hypocritical over the whole situation. En 2013 encore, Pierre Pincinin, historien et politologue, avait décidé de soutenir la rébellion suite à l'emprisonnement qu'il avait subi de la part du pouvoir syrien. Quelques mois plus tard, Pierre Pincinin a été pris en otage par des groupes armés où il aurait entendu certaines conversations. Sur la fin de la prise d'otage, donc je n'étais pas tout seul, j'étais avec un vieil ami journaliste italien à la Stampa, et on s'est retrouvé déplacé à un moment un petit peu vite dans un bureau qui était partagé par l'armée syrienne libre et les brigades Al-Farouk qui nous détenaient. Et donc ça c'était à Bab al-Awa, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un des points de passage entre la Turquie et la Syrie. Et là, dans cette précipitation, on nous a enfermés dans une salle, il faisait très très chaud, c'était le mois d'août, la porte était ouverte parce que les fenêtres, on ne pouvait pas les laisser ouvertes puisque nous étions prisonniers là, il ne fallait pas qu'on voie de l'extérieur qu'il y avait dans la pièce. Et dans un bureau voisin, il y avait des hommes de l'ASL et de l'armée syrienne libre, alors je passe sur les détails, mais qui parlaient en anglais avec un anglophone, c'est clair et net. Je ne l'identifie pas du tout, je ne l'ai jamais identifié, n'est-ce pas? Mais bon, c'était clairement un accent anglais parfait. Et cet échange nous a laissé comprendre très clairement que quelques jours avant, on en parlait d'ailleurs avec les djihadistes, l'attaque au gaz sarin sur la Ghouta, dans la banlieue de Damas, où nous devions d'ailleurs nous rendre avant d'être pris en otage, avait été non pas organisé par le régime, mais ça avait été organisé par la rébellion pour pour dépasser cette fameuse ligne rouge donc que Obama avait fixée, l'utilisation des gaz, et nous intervenons militairement. C'était apparemment un plan de la rébellion, en tout cas l'armée libre et les brigades Al-Farouk étaient au courant, semble-t-il, hein, moi je témoigne simplement de ce que j'ai entendu, pour provoquer cette intervention occidentale contre le régime. Ce qui n'a pas été fait parce que, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but n'est pas de dégommer ce régime et de laisser la place libre aux islamistes juste à côté d'Israël. Mais quand je suis rentré, alors oui, bon, ça s'est passé comme ça. À peine rentré, évidemment, tous les journalistes de Belgique et de France, et d'ailleurs, me sont tombés dessus. J'étais programmé sur Canal+, sur France 2, TF1, etc. J'ai fait tous les journaux en Belgique. Par contre, en France, dès que dans le premier journal belge, j'ai expliqué ça, j'ai commencé à avoir des coups de fil. Excusez-nous, on va modifier notre plateau, on doit changer, etc. etc. Et en France, c'était fini. Ça, c'est clair et net, ça s'est passé comme ça. Après la libération d'Alep, l'armée arabe syrienne avait exhibé des sacs contenant des agents chimiques provenant du royaume saoudien. Tous ces éléments réunis rendent la version russe de l'attaque chimique d'Idlib plus que plausible, selon laquelle un dépôt d'armes contenant des substances chimiques a été frappé par l'aviation syrienne. Il est tout aussi inquiétant que, selon un cousin de Kadhafi, l'ex-leader libyen, des quantités de gaz sarin sont tombées entre les mains de Daesh en Libye, donc aux portes de l'Europe, sans que ni nos hommes politiques ni nos gros médias ne s'en préoccupent. There are different possibilities. One is that all of it is fake news. The images, the videos, the information all come from opposition sources and not from any credible independent journalists.
It's also possible that the pictures show the aftermath of a bombing attack which happened to hit a jihadi chemical weapons munition dump. We know for a fact that the jihadis were storing chemical weapons in schools in eastern Aleppo because these were seen later by Western journalists. This is one distinct possibility. Donc, qui est coupable? C'est une enquête qui doit le déterminer. Parce que nous avons la mémoire courte. À l'ONU, il y a quelques années, des fioles furent montrées à l'Assemblée générale pour dire que les armes de destruction massive sont en Irak et qui a justifié, sans aucune demande du Conseil de sécurité, de bombarder et d'envahir l'Irak. C'est le même scénario que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Nous savons que si rien n'est fait, ces attaques vont se poursuivre. Assad n'a pas de raison d'arrêter d'utiliser des armes chimiques tant que la Russie continue de protéger son régime de toute sanction. Encore et encore, la Russie utilise le même discours mensonger pour détourner l'attention de leurs alliés à Damas. Nous avons un plan. Nous avons même plus qu'un plan. Le premier est de combattre le terrorisme. Le second, en ce qui concerne votre résolution, à ce stade, nous ne voyons pas le besoin d'adopter cette résolution. Le Conseil, ce n'est pas seulement l'ensemble des 15 membres assis ici autour de cette table, non. Nous représentons, nous, les 193 États membres de notre organisation et par leur truchement, les peuples du monde entier. Et nous avons décidé que les initiatives unilatérales sont une violation du droit international. Mais, et alors que nous étions ensemble pour discuter, pour exiger une enquête indépendante, complète, impartiale et conclusive pour faire la lumière sur ces attaques, les États-Unis, eux, décidaient qu'ils pouvaient jouer le rôle d'enquêteurs, de procureurs, de juges et du bureau à la fois. L'enquête n'a pas été menée pour déterminer qui était l'auteur de ces attaques. Il s'agit d'une violation extrêmement grave du droit international. Washington s'oppose à une OTAN arabe. L'ambassadeur des États-Unis au Koweït, Lawrence Silverman, a réagi mardi 4 avril à la décision des pays arabes du Golfe Persique de mettre en place une force militaire similaire à l'OTAN, en coopération avec Washington. Il a déclaré, je cite, « Les États-Unis continuent de coopérer avec les monarchies arabes, ce qui exclut la nécessité de former une nouvelle force militaire. » Lawrence Silverman a souligné que la région du Golfe Persique revêtait une importance toute particulière pour l'administration américaine, tout en annonçant que le président américain recevrait prochainement les dirigeants des monarchies arabes. Les Émirats arabes du Golfe Persique avaient récemment annoncé leur volonté de mettre sur pied une force militaire unie, semblable à l'OTAN, afin de renforcer leur pouvoir militaire. Le drapeau palestinien bientôt hissé sur la mairie de Dublin. La mairie de la capitale irlandaise a décidé de hisser le drapeau palestinien sur son bâtiment, en solidarité avec le peuple palestinien qui vit sous la brutale occupation israélienne. Le drapeau devrait être hissé le 15 mai prochain pour un mois, à l'occasion du 50e anniversaire de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza, a indiqué le sous-conseil. Cette initiative a été lancée par le député irlandais John Linus, qui a estimé que cette décision est symbolique. Elle vise à attirer l'attention des citoyens sur la souffrance quotidienne des Palestiniens vivant sous l'occupation israélienne brutale. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, Emmanuel Nahshon, n'a pas tardé à réagir, déclarant que si la ville de Dublin approuvait la décision de hisser le drapeau palestinien, elle hisserait en réalité un drapeau blanc de capitulation aux organisations terroristes, à la haine et au chantage, rapporte la chaîne israélienne I24. Cyberhaine. Berlin valide un projet de loi pour sanctionner les réseaux sociaux. Le gouvernement allemand a validé un projet de loi qui rend les réseaux sociaux passibles de fortes amendes s'ils ne mettent pas en place des structures
pour lutter efficacement contre les propos haineux et les fausses informations. Le Conseil des ministres allemand a approuvé le 5 avril un projet de loi introduisant des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros pour les réseaux sociaux, rechignant à supprimer les publications haineuses et les fausses informations délictueuses. Nous avions vu la semaine passée qu'en France, la sénatrice UDI Nathalie Goulet a déposé un projet de loi similaire dans laquelle elle préconisait une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende pour la diffusion de fausses nouvelles élaborées de mauvaise foi. Il s'agit simplement de remplir un vide dans notre législation à propos des fake news, des fausses nouvelles. C'est-à-dire comment on les définit et comment on peut les combattre. Il y a des effets pervers, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, on le voit un peu partout. Et c'est un vrai problème qui se pose et qui en plus se démultiplie avec l'utilisation des réseaux sociaux. Donc on a un véritable problème sur lequel il faut trouver une solution. Donc on propose l'éducation aux médias bien sûr, et puis quelques mesures pour compléter notre dispositif législatif. Biodiversité. 9600 espèces d'arbres menacées d'extinction. Le monde compte un peu plus de 60 000 espèces d'arbres différentes, dont 9600 au moins sont menacées d'extinction. Selon la première étude universitaire sur les arbres publiée par le Botanic Garden Conservation International, parmi elles, 300 sont en situation très critique, présentant une population de 50 arbres ou moins. Le degré de conservation des 40 000 autres espèces n'a jusqu'ici jamais été évalué, mais une proportion importante d'entre elles, probablement un cinquième, pourrait disparaître selon Paul Smith, secrétaire général du Botanic Garden. Pour tenter de les préserver, les botanistes collectent systématiquement des graines qu'ils replantent ou conservent, afin d'empêcher toute nouvelle extinction d'espèces liées à la déforestation ou à la surexploitation des forêts. Je voudrais dire de la manière la plus claire qui soit, et je vous demande de bien le noter. Qui que ce soit qui ait commis ce crime, il doit être châtié. J'ai bien dit qui que ce soit, c'est-à-dire, pour être précis, le gouvernement de Bachar el-Assad, les Russes, les Américains, Daesh, Al-Nosra, les Turcs, les Iraniens, Qatar, Arabie Saoudite, qui que ce soit qui participe à l'actuel combat, qui a utilisé ce moyen d'action, doit être châtié. Le criminel Bachar el-Assad s'est rendu responsable d'un nouveau massacre. D'abord, il faut dire de quoi il s'agit. Il a gazé des enfants, donc massacré par des armes chimiques des enfants, ce qui est un acte criminel inacceptable et insupportable. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le massacre de la Ghouta. Je crois que c'était le 26 août 2013. Aussitôt, il y a eu un bombardement chimique. Aussitôt, ça avait été le régime de Bachar el-Assad qui avait été accusé. Maintenant, quand vous examinez 3 ans après ce qui s'est passé, ou 4 ans après, le mystère reste entier, mais il y a quand même eu un rapport du très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire un des endroits les plus célèbres des États-Unis d'Amérique en matière de fiabilité des analyses, qui dit non, en fait, c'était pas Bachar el-Assad, c'était en fait les rebelles. Donc moi, là, je suis sidéré que l'on puisse, 24 heures après des événements, ou 48 heures, dire d'un seul coup, ben voilà, en fait, on recommence les scénarios antérieurs. Monsieur Trump n'a pas le droit, en termes internationaux, de faire ce qu'il a fait, et la France n'a pas le droit de suivre ça. Il y a un droit, il y a une charte à l'Organisation des Nations Unies. Mon souhait pour ma part, c'est qu'il y ait véritablement une action coordonnée sur le plan international, en représailles au régime de Bachar el-Assad et en tout cas aux crimes qui ont été commis. Il faut demander d'attendre les résultats d'une enquête internationale indépendante avant d'opérer ce genre de frappe. Je suis un peu étonné. Oui, pour M. Trump. Oui, je suis un peu étonné parce que M. Trump avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait plus faire des États-Unis le gendarme du monde. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est le moment pour la France de faire entendre sa voix. Pas de suivre aveuglément la politique de Washington, qui par ailleurs est changeante, mais de prendre une vraie initiative française, en demandant au Conseil de sécurité d'établir toutes les responsabilités. Qui a donné l'ordre d'utiliser les armes chimiques? Quelles armes chimiques ont été utilisées? Et ensuite, au vu de ces responsabilités établies, de décider des sanctions qui doivent être prises à l'égard de ceux qui ont commis ce crime de guerre. Français, il est temps que vous vous réveillez. C'est Hamon et le Parti socialiste. Bien sûr, quand on voit des réactions mitigées de Macron, qui le suit aussi, alors c'est à vous dire que cette nourriture du CRIF, à travers le socialisme, elle a fait des dégâts. Et elle fera des dégâts pires
que ces armes chimiques. Les criminels portent une cravate. Les criminels sont ceux qui soutiennent une intervention. Les criminels, ceux qui veulent pousser les États-Unis et l'Union soviétique à un déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Français, vous avez une opportunité, vous avez des élections pour la paix, la sécurité de notre pays, pour la paix, contre le terrorisme, contre la précarité, contre les interventionnismes. Réfléchissez avant de mettre votre bulletin de vote. Ayez le réflexe de choisir un homme ou une femme qui veulent la paix. Réveillez-vous. Ne votez pas pour eux. C'est d'entraîner encore la France à de multiples malheurs qui se préparent. Et la pire, c'est une guerre nucléaire. C'est le résultat que souhaiterait et espérerait Israël entre les nations pour sa grandeur. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Merci d'être aussi fidèles. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre page Facebook, sur notre YouTube et sur notre blog. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info.